J'ai trouvé que les adultes étaient très moyens dans leurs réponses, donc j'ai accepté de faire des études pour pouvoir y répondre. Je dis pas que j'y réponds. Ici, c'est la terre du sacré. Mais quand je suis en état modifié de conscience, pas du tout déstabilisant. Et c'est vrai qu'on dit habituellement faire le vide, mais on peut pas s'empêcher de penser. Je dis, je m'abandonne au Christ. Mais je pourrais dire, je m'abandonne à Shiva, je m'abandonne. Et encore, faire une réponse à la Padre Pio. Moi, j'ai rien du tout. C'est lui qui se débrouille. Bonjour, bonsoir, bon appétit ou bonne route selon l'heure à laquelle vous écoutez. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir un monsieur qui a une spiritualité bien à lui. Diplômé de théologie et docteur en psychologie clinique et psychopathologie, rien que ça. Responsable de l'unité psycho-oncologique du service des soins palliatifs et oncologiques médical au CHU de la Timone à Marseille. J'ai la grande joie de recevoir Éric Dudois pour parler de son livre D'une vie à l'autre, 15 histoires inoubliables de pinceur d'âme. Alors Éric, comment vas-tu? Très très bien, merci. Super. Est-ce que tu pourrais te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent peut-être pas encore? Oh, bah, je suis un petit bonhomme, enfin un petit. Non, je suis un parmi d'autres, mais très, très petit, je Ah, me demandais bien ce que je foutais là. J'ai trouvé que les adultes étaient très moyens dans leurs réponses, donc j'ai accepté de faire des études pour pouvoir y répondre. Je dis pas que j'y réponds, mais au moins j'ai cherché. déjà, c'est une bonne chose. Il y a un processus derrière, du coup. Il y a un processus derrière. Je suis passionné de théologie, donc d'histoire des religions plus exactement, et de phénoménologie religieuse, et d'ethno et de psycho. Très bien. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu es arrivé à se faire ce métier-là, justement, s'il te plaît? Alors c'est tout bête en fait. Moi je servais des pizzas dans la pizzeria chez Jean-Louis et j'étais bien, c'était cool. Et l'hiver, pour payer un peu mes études de théologie, je travaillais dans une crêperie Timade à La Ciotat, où j'étais pas serveur justement, mais plongeur, pour caler les livres et pouvoir les lire. Ça allait. Et des potes m'ont dit, et celle qui deviendra mon épouse, m'ont dit, va falloir faire autre chose parce que là, ça ne va pas. Et un pote a eu une parole malheureuse, mais très, de grâce. Il m'a dit, si tu as quelque chose à dire au monde, donne-toi les moyens de le dire. Et comme j'étais très, très, on va dire orgueilleux quand même quand j'étais jeune, et que j'étais sûr que j'avais un truc à dire, quoi, je sais pas, un truc, eh ben, j'ai repris des études après la théologie de psycho. En prenant ces études de psycho en cinquième année, on a un stage, et j'avais un stage dans là où je travaille maintenant, donc en oncologie médicale et soins palliatifs. À l'époque, c'était le professeur Roger Favre qui était le chef, et lui, il m'accueille en me disant, ici, c'est la terre du sacré. Et j'ai dit, mais ok. Et on est devenus potes. Ah, ça a pris du temps, hein, il faut montrer les articles scientifiques, etc. C'est le petit jeu de l'université. Et, et c'est comme ça que je suis resté. Formidable. Mais c'est bien d'avoir des amis comme ça qui te disent si tu as un truc, donne-toi les moyens, ça pousse, non? Ça donne des ailes. Ouais, lui, il est un peu plus âgé que moi. J'ai toujours des amis un peu plus âgés que moi, surtout à l'époque. Et il était déjà, il était chargé de cours à la fac de psycho. Mhm. Et, et vraiment, il savait que je lisais Kubler-Ross, enfin des gens qui étaient psychiatres ou autres. Et il m'a dit, mais fonce. Et maintenant, grâce à lui, puisqu'il est devenu professeur d'université à l'université de AMU, ex-Marseille Université, grâce à lui, je donne des cours, 24 heures de cours de psychologie transpersonnelle à la fac, hein, où j'enseigne Mhm. les chakras, j'enseigne Shri, Makarya, Sarasvati, j'enseigne Nisargadatta, tous les gens qui, normalement, au début de mes études, étaient sûrement pas enseignés. D'accord, bah ça donne envie de reprendre les cours, tout ça, dis donc. En plus, les étudiants sont extraordinaires. C'est vraiment la jeune génération qui vient. Il y a toujours des couillons comme en toute chose, mais je la trouve d'une intelligence
intuitive et perspicace très grande. Oui, bah, moi je remarque ça avec tout bêtement avec mes enfants, 4 et 5 ans. Après, c'est peut-être parce que c'est les miens et que je vis tout le temps, mais ils ont cette façon, ils ont cette intelligence, je dirais, émotionnelle de s'exprimer. Alors bien sûr, ça peut être tout d'un côté ou tout de l'autre, ça peut être une catastrophe pour vraiment pas grand-chose de notre point de vue à nous, bien sûr, et ça peut être un émerveillement, pardon, pour un bonbon donné en plus. Merci, franchement, t'es le meilleur des papas du monde. Et c'est cette façon qu'ils ont de te regarder en te parlant qui te dit oui, c'est bon, ça va aller de mieux en mieux, quoi. C'est magique. C'est magique. Déjà. Euh, Tu dis avant d'aller à la rencontre d'un patient que lors de ton métier, tu te retrouves toi-même en ton intérieur, tu fais le vide pour te centrer. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît? Et c'est vrai qu'on dit habituellement faire le vide, mais on ne peut pas s'empêcher de penser. L'appareil à penser les pensées ou la cervelle est construite pour discriminer le réel. On reste des mammifères et on a besoin de ça pour évaluer le danger, etc. C'est quelque chose qui vient de la phylogénétique, c'est un atavisme très important. Par contre, on n'a pas besoin du commentateur du réel. Et le commentateur du réel, c'est la petite voix qui commente tout ce qu'on fait. Et on la voit bien quand on conduit, on la voit bien quand on a un dîner entre amis et que d'un coup, ça se met à parler dans notre tête. Oh, mais il a dit ça, mais non, mais oui, mais là, je suis nanana, nanana, nanana. Elle sert à rien. Donc, elle, cette petite voix intérieure, il faut qu'elle soit d'abord le plus doux possible et qu'elle ait la bonté de fermer sa gueule, Tout simplement. tout simplement. Et on peut faire ça en faisant la respiration shamatha, c'est-à-dire la respiration de l'attention qu'on peut retrouver dans le bouddhisme ou dans l'hindouisme classique. On peut le retrouver dans le christianisme aussi, mais c'est plus facile pour les gens de passer par l'Orient et de revenir vers l'Occident que le contraire, parce que les traces nésiques des bêtises de nos églises fait qu'on a du mal avec certains mots. Ouais. Mais justement, cette méditation shamatha, c'était ma prochaine question. C'était pour apaiser les douleurs. Comment tu la pratiques, toi? Moi, je la pratique je m'installe, généralement, je suis assis comme ça, assis sur une chaise, c'est-à-dire à l'égyptienne. Je laisse tomber mes épaules, je courbe un petit peu mon dos, j'aligne ma tête sur la colonne vertébrale et je fixe mon attention sur ma respiration, comme une encre mobile. D'accord. Et à partir de là, le calme s'installe. Bien sûr, au début, il y a toujours une pensée qui vient et on prend le train, on ne se juge pas, on revient à la respiration. Puis avec l'habitude, ben, il y a de moins en moins de pensées qui viennent. Alors, c'est John Kabat-Zinn qui en a parlé le plus simplement avec la méditation mindfulness, par exemple. Et D'accord. après, si on veut aller plus loin, si on a des petits soucis corporels ou si on a envie de faire autre chose, c'est Vipassana, qui est là l'observation. D'accord. J'observe ce qui se passe en moi et je ne juge pas. Et les parties même qui sont plus glorieuses de nous-mêmes, parce qu'on en a, ce que Jung appelait l'ombre, eh bien, on les regarde, on les met à jour, ça les désactive. Si elles sont à jour, si on les voit, elles sont beaucoup moins actives que si elles sont comme ça, un peu en retrait de nous-mêmes, voire dans l'ignorance de nous-mêmes. Hmm. C'est ce que tu viens de me dire, ça me fait penser un peu, ce qui fait le plus peur à l'être humain, souvent, c'est l'inconnu, justement. Une fois qu'on s'est rendu compte que, bah non, c'est bon, tout va bien, il y a rien d'extraordinaire, il n'y a pas de danger. Après, ça va tout seul, on se détend et puis on continue à avancer, quoi. Ouais, ça c'est Krishnamurti dit ça de façon très simple. C'est pour ça que j'aime bien Krishnamurti. Bon, dans ses livres où maintenant on a beaucoup d'audio et beaucoup de vidéos, alors soit on connaît l'anglais, c'est plus simple, soit c'est traduit et très bien traduit et on peut l'aborder de façon très naturelle, très simple. D'accord.
Il y a le passage avec Abdel et tu as ressenti une ombre. Alors je cite, j'ai distingué une ombre humaine flotter derrière Abdel et des zébrures rouges de sang émanaient de son corps. Et dans la foulée, tu nous parles de l'état de conscience modifié. Bon, ça s'impose à moi. C'est ça qui est magique parce que j'avais essayé des techniques, etc. Et j'avais l'impression de forcer des serrures. Et je me suis dit, et surtout, mon ami Daniel Meroy m'a dit, faites pas bien d'utiliser, on peut utiliser des drogues, on peut utiliser des techniques, mais si c'est pour forcer des serrures, c'est con, tu vas abîmer la porte. Et ça m'est resté. Et donc, maintenant, c'est dans vraiment ce qu'on appelle dans le christianisme la kénose du Christ ou le dépouillement. C'est-à-dire, plus je suis dans cet état où je ne veux absolument rien pour l'autre, où je ne suis pas dans une interaction humaine demandante et désirante, il y a quelque chose qui advient. Généralement, je sens le frésia. Je me dis, tiens, il va arriver quelque chose. Et là, bouf, et là, je m'abandonne. Alors moi, c'est ma vision à moi des trucs, hein. Je dis, je m'abandonne au Christ, mais je pourrais dire, je m'abandonne à Shiva, je m'abandonne, qu'importe. C'est vraiment un laisser. Et là, ma conscience se modifie et elle revient. Mais c'est pas moi qui décide. Il y a des gens qui arrivent à faire que ça, et eux, c'est eux qui décident. Moi, non. Ouais, tu contrôles pas tout à fait, ça vient quand ça vient, quoi. Puis j'ai pas envie de contrôler. J'ai la sensation, ça c'est peut-être ma bêtise, mais j'ai la sensation que notre monde meurt de contrôle. Notre monde meurt de maîtrise. Pourquoi je maîtriserais la vie? Pourquoi je voudrais quelque chose pour l'autre? La question éthique, c'est qu'est-ce que c'est que ce bien que je veux pour l'autre? C'est pas la réponse. Ça, c'est la morale. Alors, on a tous une petite morale. Je souhaite que les gens aillent bien. C'est la morale. Et là, pour Abdel, il est tellement beau, il était tellement beau, que je pouvais tranquillement me laisser aller avec lui. Il n'y avait pas de jugement ni de sa part, ni de la mienne. Et ce qui fait que je me retrouve à voir ces zébrures, donc c'est l'aura, quoi. Hmm. C'est-à-dire quelque chose qui fait mal, quelque chose qui est en lui. Et comme on a invoqué quelque chose de l'ordre de son père, etc., et qu'on a une histoire à peu près similaire avec le père, je pense que c'est pour ça que ça s'est fait. Il y a le père qui semble apparaître, et il y a quelque chose de l'ordre du pardon dont avait besoin Abdel avant de partir. Hmm. Et ça, moi, ça m'a mis les larmes aux yeux. On a pleuré comme de petits gamins. Enfin, J'imagine bien, oui. J'imagine tout à fait. Alors, il y a Sarai, cette jeune femme que tu as rencontrée au début de ton travail à la Timone. Elle a eu un grand impact sur toi. Elle t'a fait exprimer ce que tu ne disais pas ou plus auparavant. Est-ce que tu peux nous parler un peu d'elle, s'il te plaît? en fait, faire des études, c'est devenir con. Ok, Oui. bon, on va reprendre les bases du coup. En fait, quand on fait des études, c'est comme un apprentissage de conditionnement. Tu vois, quand j'ai fait théologie, au bout d'un moment, tu lis les textes, etc., tu dis, bon, en fait, Dieu... Et il y a tout un travail après qui est plutôt qu'on va retrouver chez Maître Eckhart, chez les grands mystiques, pour retrouver quelque chose de ce qu'on appelle la divinité, la source, la conscience, qu'importe le nom qu'on lui donne. Et c'est pareil en psycho. C'est-à-dire en psycho, putain, pendant 9 ans, on te casse les pieds à faire ceci, pas à faire cela, tu dois pas, gna, 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 gna. Qu'au bout d'un moment, on fait hum, hum. Et elle, saloperie, elle m'a dit, écoute, t'es bien gentil, mais tu vas me dire, toi, en quoi tu crois? Moi, je dis, mais ça, dès le début, j'ai fait le psy, je dis, mais ça vous intéresse, ce que je crois? Comment ça se passe? Tout. Et là, elle avait du peps, hein. Elle m'a dit, tu as fini de faire n'importe quoi. Dis-moi en quoi tu crois, c'est quand même ça ma question. Et j'ai commencé. Et puis j'ai rencontré un autre pote qui était psychologue humaniste, beaucoup plus que psychanalyste, et qui m'a dit, la psycho, c'est fait pour créer. Et la psycho, c'est fait pour avoir des échanges avec l'autre. Et puis un autre monsieur qui lui est psychanalyste, qui s'appelle Wilfried Ronald Bion, qui nous dit on se fout complètement des interprétations. Ce qui est essentiel, c'est le mystère qui fait qu'on se retrouve face à face. Et avec des éléments théoriques comme ça,
plus un lâcher-prise, plus une lecture un petit peu sur la poétique, c'est-à-dire sur le fait que le plus important n'est pas ni la pratique, ni la théorie, mais la façon de le faire. Sarah m'a libéré de mes chaînes imaginaires universitaires. D'accord. Est-ce que j'ai le sentiment enfin j'avais le sentiment quand je lisais ton livre, euh, Sarah, elle est venue à ta rencontre justement pour te libérer et que tu puisses accomplir ton devoir ou ton travail encore plus intensément, non? J'ai, j'ai vraiment cette conviction-là. C'est pour ça qu'elle est extrêmement importante avec moi. Pour la petite histoire, je suis toujours en contact avec ses parents. Ouais. C'est une des rares patientes où je suis allé à son enterrement, où je suis allé à sa messe. Pour sa messe, le prêtre qui faisait la messe était un prêtre qui s'appelle le Père Noël, mais c'est pas une connerie. Non. Il s'appelle le Père Noël. Bah, ouais. C'est Et l'actualité en plus, j'ai envie de te dire. oui, c'est l'actualité. Et ce monsieur était, et moi je faisais mes études chez les protestants et lui chez les catholiques. Et donc on se connaissait. Et j'adorais à 4 heures du mat me lever pour aller au Vêpres, dans l'église de Saint-Jean de Malte. Et lui faisait partie de ça, de Le Saint-Jean de Vêpres, Malte. Et c'est excuse-moi, lui c'est... qui faisait pas les Vêpres, les matinales. D'accord. Et, 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 et c'était extraordinaire. Et il y a un an, j'ai revu ce monsieur avec les parents de Sarah. Et on s'est tombé les bras l'un dans l'autre, quoi. Ben, il y a quelque chose qui nous tient. Et je pense que la vie, la source, moi je l'appelle la source, j'aime bien. Elle a une intention pour nous et elle nous lâche jamais. Et quand bien même on se perd un peu, ce qui est mon cas, comme tout être humain, c'est comme un GPS, tu sais, hop, Mm. et c'est beau. Se perdre, c'est très beau, c'est permettre de se retrouver encore plus fort et plus beau, plus brillant après, en fait. Hmm. Euh, alors moi, j'allais te poser la question du frésia, justement, mais tu as répondu juste avant. C'est cette sensation, cette odeur, c'est vraiment, tu la sens toujours, encore aujourd'hui, ça t'arrive toujours? Oui, parce que je pense, alors on avait travaillé avec d'autres, hein, je pense qu'on peut mettre à l'intérieur de soi des petites choses comme ça. Et moi, j'avais besoin d'un signal, comme tout être humain, je veux dire, pas. Et c'est une sorte d'hallucinose. Je vois bien qu'il n'y a que moi qui le sens, le fraisier, hein, personne Mm. d'autre. Mais qui me permet de me dire, ta conscience lâche. Et après, il se passe quelque chose. Alors, quand je dis que personne ne le sent, c'est pas vrai. Il y a certaines personnes qui le sentent aussi. Et je pense que nous, les humains, on est capable de se donner des petits points de traces mnésiques comme ça. J'avais une autre copine qui est psychothérapeute. C'était des sons qu'elle entendait. Elle rentrait en contact avec les gens, il y a un son, et elle voyait qu'il y avait une disharmonie au niveau des sons de la personne, lui suivant son corps, et elle remettait de l'harmonie là-dedans, avec la parole, avec l'autre. Je trouvais ça extraordinaire. Et moi, C'est ça magique. passe par le frésia, et puis après par la vue. C'est-à-dire que je me retrouve dans des endroits peut-être un peu, dans des sortes de sas de communication entre l'autre et moi. Ouais, t'as, tu dirais que tu as alors, une clairvoyance quelque part à ce niveau-là? Alors, je, je vais te faire une réponse à la Padre Pio. Moi, j'ai rien du tout. C'est lui qui se débrouille. Ah, il transfait. Moi, T'es moi, le je me reste. mets moi, je me mets au service de la vie. Ça marche pas. Des fois, ça marche pas, hein. Ouais, ouais, bien sûr. Il y a plein de patients, il se passe rien. Puis des fois, il y a quelque chose qui advient. Et à chaque fois, c'est pour que j'apprenne un truc. Donc moi, Oui, ça me va. c'est plus pour un apprentissage personnel au fur et à mesure. Ben, c'est donnant, donnant. J'ai l'impression que la vie, elle est belle, elle est juste. Alors, je pense pas que la vie soit justice, parce qu'on voit trop de malheur dans ce monde, mais elle est juste au sens de la justesse. Et il y a un moment, avec le patient, je vais partager quelque chose qui lui sert et qui me sert.
D'accord, ok. Donc c'est plus un... Est-ce que je vois ça comme un échange d'informations que tu reçois, un message à transmettre, mais qui va te servir à toi aussi pour plus tard dans le Je- futur. Ouais. ouais, parce que je pense que nous sommes, en fait, on est de l'information. Et notre cerveau, entre autres, il n'y a pas que le cerveau, va lire les informations, les décoder ou pas, en faire quelque chose ou pas, et devenir conscient, c'est devenir conscient de plus en plus du réseau informationnel. Bon, moi, je suis parti de la génération de Matrix, donc ça m'aide au niveau de... Mais on peut voir ça dans d'autres films, dans, par exemple, Cloud Atlas ou dans d'autres. Moi, j'aime bien tous les aspects culturels qu'il y a dans notre monde, qui ne sont pas forcément des génies de la connaissance universitaire, mais qui donnent des points d'accroche pour que tout le monde puisse suivre, Mm. tous. Quand vous regardez Interstellar, film long, les longueurs, mais un truc de ouf. Oh, Il mais vous c'est dit, extraordinaire. l'amour est une dimension de l'espace-temps. C'est totalement ce que dit Christiane Singer au moment de mourir. C'est pas rien dans Fragment. Moi, quand j'ai vu ce film, j'étais sur le cul. Moi. Je me suis dit, mais putain, jusqu'où ils vont aller? C'est-à-dire que les artistes, quels qu'ils soient, même les chanteurs, avec leur musique, ils peuvent nous emmener. Moi, quand j'écris, des fois, j'écoute de la trance. Alors, Ouais. des fois, j'écoute autre chose. Hein, je suis très éclectique. Et quand j'écoute de la trance, il y a des moments, je me dis, oh là, parce que c'est pas rien dans je sens, Ouais, c'est pas rien les dans le corps ce qui se vibrations passe. te transportent, ça peut te donner une émotion. Moi, ça m'arrive pour en parler de la musique aussi de temps en temps. Quand je découvre une nouvelle musique, un remix, ça peut me faire monter les larmes. Pareil, c'est dit, mais c'est la, en fait, c'est le cœur qu'ils ont mis à l'ouvrage et tu sens ils ont tout donné pour que ça plaise un maximum, quoi. C'est Ouais, et incroyable. puis dans les textes anciens, par exemple, dans la Gita, Krishna a dit, je suis le son unique. Et c'est-à-dire Mm. qu'en fait, même dans la Bible, au commencement était la parole. La parole, c'est un son. C'est quoi? C'est des vibrations. Et donc, on voit bien qu'il y a quelque chose là commence à se dessiner pour nous, de comprendre comment est la matière, comment elle se forme, comment on est, nous aussi, matériel, et qu'il n'y a pas d'opposition entre les deux. Et qu'on a simplement une mauvaise définition au XIXe siècle de la matière et une mauvaise définition de ce que pourrait être la psyché du XIXe siècle. La psyché, c'est une matière un petit peu sublimée, mais c'est de la matière. Ouais, pour revenir à la Bible, je suis en train actuellement de me renseigner, enfin, pas d'étudier, j'irai pas jusque-là, mais m'intéresser très fortement aux mots de la Bible. J'ai appris que dans le tout premier mot de la Bible, alors je voudrais pas dire de bêtises parce que c'est de l'hébreu, je saurais pas le ressortir tout de suite, mais chaque lettre dit je suis Dieu le Père, mon fils va mourir sur la croix, il est seul, enfin il raconte toute l'histoire de la Bible dans le premier mot, et c'est tout comme ça. C'est extraordinaire. Oui, il y a des gens qui sont... Bon, faut voir maintenant, peut-être avec l'IA ou avec des ordinateurs beaucoup plus puissants, on peut y arriver parce que chaque lettre hébraïque a une correspondance numérique. Et tu disais le premier mot de la Bible, c'est Bereshit. Bereshit, Voilà, merci. c'est en tête. C'est tout sauf au commencement. Ouais. Et il y a plusieurs niveaux de lecture, ça c'est ce que nous ont appris les rabbins kabbalistes, les raves kabbalistes. Et, et là, on commence à rentrer dans des choses où on se dit, mais ils avaient déjà ça. Ils avaient déjà compris avec l'art séphirotique, etc., que oui, ça fonctionne. Il y a des choses qui se passent. Puis bon, là, c'est la culture juive, mais dans les autres cultures, il y a la même chose. Dit des fois avec d'autres mots, dit de manière différente. Et c'est très bien parce que l'arc-en-ciel, il a besoin de plusieurs couleurs, mais on arrive à la même chose. D'accord. Ça, c'est comme si quelqu'un qui parle, j'ai une bêtise,
pas du tout portugais, mais il s'embrouille avec un portugais qui veut dire exactement la même chose, et au final, ils se comprennent pas, non? Oui, D'accord, oui, ok. c'est un truc fou parce que c'est vraiment notre bêtise. On pourrait tous vivre en paix. Bon, après, je veux pas être dans un monde bisounours, mais on y sera, j'espère, un jour. C'est moi qui j'adore Mircea Eliade, Otto, enfin tous ceux qui ont commencé à faire de l'histoire des religions comparées. Tous les mystiques disent la même chose. Alors les religions révélées doctrinales, non. Eux, ils veulent se taper dessus. Mais D'accord. tous les mystiques ont vraiment travaillé à la fois dans la transcendance et dans l'immanence, ils disent la même chose. Euh, tu nous témoignes durant la lecture avoir vécu une expérience de mort imminente. Est-ce que tu accepterais de partager ton expérience ici? Oh oui, mais elle est bébête, la mienne, parce que j'ai beaucoup travaillé sur les expériences de mort imminente, il y en a des plus belles, mais la mienne, elle est simplette. En fait, j'étais chez moi, donc il y avait de la famille, et je suis sur mon fauteuil, oui. Alors, je suis né dans le Berry, donc j'ai mon fauteuil. Et à chaque fois qu'on prend mon fauteuil, c'est une histoire de blaguer, de dire non, ça c'est le fauteuil. Et donc je suis dans mon fauteuil, et j'ai une maladie respiratoire. Cette maladie, c'est une BPCO avec un emphysème et puis une insuffisance respiratoire assez avancée, de grade 3 sévère. Et donc, Mhm. il y a des moments, surtout le soir, j'ai beaucoup de mal à respirer. Et donc, allez là, ma machine, mais j'ai une grosse machine à la maison avec un fil de plus de 10 mètres. Je suis l'homme fil, je me mets dans le nez. Et des fois, je la mets pas parce qu'il y a du monde, etc. Ce qui est arrivé là. Et j'ai du mal à respirer, mais je continue la conversation. Et on appelle ça tirer. Je sens que ça tire comme ça. Et d'un coup, je me sens un peu partir dans les alléluia. J'ai des picotements au niveau des mains, etc. J'ai une sensation presque de malaise, de vertige mélangé. Je suis pas bien. J'ai peur. Et ma première pensée, qui est une pensée narcissique, j'ai honte, c'est de dire, putain, tu peux pas mourir dans ton fauteuil là comme ça, comme un con. Pas possible. Et tant qu'il y a cette pensée-là, je suis pas bien. Je dis rien, les autres s'en aperçoivent à peine. Et puis, à un moment, vraiment, bah, je lâche. Et je me dis, Mhm. ah, si je dois mourir, que je meure. Et Yallah. là, je suis divinement bien. Mais j'ai jamais connu ça. Je suis dans un bonheur absolument incalculable. Je, c'est beau, quoi. Je me sens aimé. Et ça dure pas parce qu'ils me réveillent, les autres. Ma Ah. famille, et je vois que tout le monde est affolé, etc. Ils ont appelé les pompiers, les machins, enfin, bazar. Donc, Donc tu voilà te ce que vois j'ai hors du vécu. corps alors? C'est tout simple. Alors, je me suis vu hors du corps à d'autres moments. D'accord. Là, à ce moment-là, je sais plus si j'étais dehors, dehors. Mais c'est pas si facile que ça, parce que moi, je croyais au début que quand on était hors du corps, putain, j'avais ma liste de questions, tu vois, Mhm. on va y répondre. Mais quand tu es hors du corps, t'as plus de liste de questions. Fini ça. Et donc, si t'es pas trop heureux, au début j'étais très heureux quand même, et donc je restais dans les environs. Donc le moindre bruit, je rentrais dans mon corps. C'est vraiment pas agréable. Et après, ben, je veux pas être chef, moi. Comme, comme les mystiques que j'aime tant, comme Rumi, je, je veux que la source me parle. D'accord. Et Ça, tu nous parles de... Tu dis que tu avais une liste de questions, et une fois que tu es sorti, tu l'as plus justement, cette liste de questions. C'est parce que ça te semble tellement terrien, terre à terre, ou tellement... je sais pas comment dire, mais insignifiant, ces oui, parce que questions sur le moment? je pense que c'est les questions du moi un peu étriqué Éric Dudois. Et euh, tu Est-ce que vois, c'est pas des questions égotiques? peut-être, mais c'est pas peut-être, que je dis peut-être, le moi, c'est l'ego hein, en français. Ouais. Et quand on faisait les études avec, je me rappelle, avec San Parnia, surtout avec Postel,
où on mettait des cibles, on se dit, putain, quelqu'un qui fait une sortie hors du corps dans un bloc d'anesthésie, il a des cibles au-dessus de l'armoire, il va pouvoir nous dire, ça n'a jamais marché. Et maintenant, je sais pourquoi ça n'a jamais marché. C'est qu'une fois que tu es en dehors du corps, qu'est-ce que t'en as à qu'est-ce que t'en as à faire des cibles et autres, t'as autre chose à faire. Bien Et sûr. d'ailleurs, tu es tout naturellement attiré vers les gens qui sont inquiets pour toi. Et donc, tu vas voir ta famille, voilà, en fait, ce qui nous lie les uns les autres, c'est plus que lié. On est emboîtés les uns dans les autres, c'est l'amour. Donc, tout le reste, Et c'est parce que j'ai lu beaucoup de témoignages justement sur les EMI, et chacun dit c'est instantané quand tu penses à quelqu'un, tu es à côté de cette personne, il n'y a pas de faut que je prenne que j'y aille à pied, c'est vraiment l'instant T quoi. oui, C'est bon. D'accord. c'est un truc, c'est assez, ça peut paraître déstabilisant, et alors ça ne l'est pas du tout. Alors, quand je suis là, je me dis quand même ça. Mais quand je suis en état modifié de conscience, pas du tout déstabilisant. J'ai presque l'impression d'être plus près de ma réalité que maintenant. Et c'est pour ça que je travaille en palliatif. C'est que pour moi, je ramène des gens chez eux. Donc c'est pas du tout triste. Moi, c'est la néonate qui me fait peur. C'est j'amène des gens dans un monde qui est un monde complètement barge, mais dans lequel on doit vivre des expériences qui est beau aussi. Mais le palliatif, c'est vous inquiétez pas, les enfants, hein. On rentre dans la demeure, c'est le top. C'est beau ce que tu dis, ça, je pense que ça va rassurer beaucoup de gens justement de dire on rentre à la maison quoi. Oui. Et, Et j'avais encore une petite question sur l'expérience comme ça. Il y en a beaucoup, après les expériences, justement, ils font une dépression, une mini-dépression de dire non, j'étais bien là-haut, moi, laissez-moi tranquille. alors, ça, c'est le problème de l'aspect un peu nostalgique que nous avons tous. D'accord. Un peu comme quand, ben, c'est la même chose que, imaginons que vous passiez de très très belles vacances dans un lieu, je sais pas, la montagne, la mer, enfin un lieu que vous aimez, et que vous y passez 3 semaines, et que du jour au lendemain, quasi, alors dans notre monde, tu vas prendre l'avion, le train, tout ce que tu veux, tu te retrouves dans une grande ville et tu reprends la mesquinerie de ta petite vie. Hmm, Ben, ouais. il y a un moment de dépressiogène, quoi, qui est là, oh putain. Alors que en temps normal, ta petite vie, elle te suffit, elle est belle. Mais là, Oui, c'est de cet ordre-là. on est passé de plus 1000 à 50 et effectivement, c'est dur, quoi. C'est très dense, en Ouais. fait. Puis après, il y a des gens qui reviennent avec des connaissances ou on va dire des dons, parce que je ne sais pas l'appeler autrement. Et pour eux, c'est 2 fois plus dur, parce qu'ils reviennent avec des connaissances, et quand ils reviennent ici, ils disent, putain, je ne me rappelle pas. Mais ils savent qu'ils ont su. Ah, Le faire, ça. Et, et d'autres qui reviennent, ils sont, je sais pas, n'importe quoi, très, très rangés dans la société, et ils reviennent, et d'un coup, ils se disent, c'est n'importe quoi ce que je fais, je veux devenir guérisseur ou médium ou machin. Et là, c'est chaud bouillant, quoi. Il faut les accompagner parce que c'est un virage à 180 degrés. ouais. Et c'est dur pour eux, leur famille. Ils mettent, entre guillemets, ils le savent, hein, ils vont mettre en danger. Ils disent, mettons qu'ils gagnaient 2000 francs, enfin 2000 euros, pardon. Je suis vieux, 2000 euros. Et ils savent qu'ils vont aller sur un terrain où ils ne savent pas combien ils vont gagner. C'est pas rien, quoi. Ah, mais souvent, ils ont cette chose en plus, ils ont la foi, ils savent que c'est mieux pour eux, quitte à perdre en confort de Oui, mais qualité de vie, ils préfèrent gagner en confort dans la tête et se dire, au moins, je fais quelque chose qui est vraiment utile pour eux. ouais, mais il faut qu'ils aient autour d'eux des gens qui le comprennent. Ouais. Et des Oui, fois, et c'est c'est pas toujours le cas. difficile. Ouais, des Mm. fois, c'est difficile. Parce que l'expérience à la première personne, ça donne la foi au sens noble du terme, c'est pas la croyance. Mais il faut que celui qui vit avec nous ou qui partage quelque chose avec nous dise,
ok, il y a réellement ça qui s'est passé pour lui, quoi. Je suis réellement dans un amour inconditionnel. Bon, très peu d'êtres humains sont encore là. Mhm. Ouais. Bah, merci pour tout ce témoignage sur ton EMI. Franchement, c'est très précieux, c'est extraordinaire. Mm. Euh, il y a la fin de vie de Annette. Alors ça, c'est une magnifique expérience. Est-ce que tu peux nous en parler ici, s'il te plaît aussi? Ça, c'est l'expérience qui est assez courante malheureusement, c'est que lorsque quelqu'un meurt, euh, dans notre culture, c'est tragique. Dans notre culture, mais depuis la nuit des temps, enfin la nuit des temps, depuis en tout cas les trois grandes religions révélées, quand quelqu'un meurt, et c'est des cris, des pleurs, etc. Et ça semble, c'est pas que ça semble, c'est assez toxique en fait pour les personnes qui s'en vont, qui eux se disent mais ça va, ça va. Alors pas toujours. Des fois ils partent, ils font un petit tour et puis ils sont ailleurs. Et là, Annette, elle voulait à tout prix que sa fille comprenne que ça allait pour elle, quoi. Et, et c'est pas possible, quoi. C'est-à-dire que la fille ne peut pas comprendre ça. Il faut juste qu'elle s'apaise et accepter ce moment de désarroi un peu intense pour qu'après, peut-être dans le rêve ou dans des moments un peu délicats de prière, c'est ce qu'on a oublié un peu dans notre civilisation, c'est que la prière, ça permet d'apaiser. Et quand on est apaisé, les mondes sont de moins en moins poreux. Et c'est pour ça que bien souvent, il peut nous arriver des histoires avec les personnes décédées, plus souvent la nuit, et quand on est apaisé par oui, notre Dieu ou ce qu'on considère comme étant quelque chose de sacré. On peut recevoir des messages dans les rêves quand on contrôle pas, justement. Tout, Hmm. on se connecte intuitivement. C'est top. Euh, Tout à la fin, Sarai revient te voir. Euh, Elle te dit qu'elle est apaisée et qu'elle travaille dans une bibliothèque, si je me souviens bien de la lecture. Hmm. Est-ce que cette bibliothèque, je l'ai compris un peu comme les mémoires akashiques? Est-ce que, Ouais, moi aussi. Ouais. ouais, c'est un très très beau message. On va pas en parler parce que je veux pas spoiler la fin au futur lecteur, mais c'est, elle te dit, en gros, tout va bien, euh, Ouais. t'en fais pas pour moi Elle se fout un peu de ma gueule à un moment, parce que elle me dit, tu vois, comme tu me vois là, c'est l'image que tu as créée de moi. Tu me vois chauve, tu me vois, c'est une image. Enlève cette image, tu me verras réellement. Et ça, c'est quelque chose que j'ai observé, même ne serait-ce que psychiquement, sans qu'il y ait de modification du corps. On a toujours une image de l'autre qui est tellement ancrée en nous qu'on a du mal à rester dans quelque chose de plus doux. Hmm. Et par exemple, ça se voit bien dans nos couples, enfin le mien et ceux des autres, c'est que j'ai une image de mon épouse qui fait que si je ne fais pas attention, ça fait 30 ans que je vis avec elle, je vais répondre à l'image plutôt qu'à l'être que j'ai en face de moi, qui a déjà modifié, qui a déjà changé, qui est déjà autre chose. Et D'accord. ça, je trouve que c'est Pa- un message important. Parce que ce message-là, c'est combien d'années après son départ que tu l'as reçu? 12 ans. 12 ans. Donc en 12 ans, euh, moi, je me réfère au livre Alice, La vie après la vie de Virginie Bobet, que je conseille à tout le monde et que j'embrasse au passage. Euh, dans ce livre-là, il y a une Alice, justement, qui décède, mais très très brutalement. Et à la fin, elle évolue au fur et à mesure. Dans ce livre, elle nous raconte justement comment ça se passe de l'autre côté. Et j'imagine que pour Sarai, c'est pareil. Elle a évolué depuis, justement. Elle a pu trouver une paix intérieure très très profonde, justement, parce que pour venir transmettre un message comme ça, il faut une énergie
colossal. Je pense qu'on se rend même pas compte de l'énergie que ça demande. Et même physiquement, elle a dû évoluer elle-même. Donc, ce que tu nous dis, l'image que tu as d'elle, c'est l'image d'elle à son départ, si je comprends bien. Oui, ben, Nicole Dron le dit très bien aussi. C'est une expériencieuse, c'est une dame assez âgée qui a perdu son petit frère à 5 ans. Lorsqu'elle fait sa NDE, elle voit un jeune homme arriver d'une trentaine d'années. Elle sait de manière intime que c'est son petit frère. Comme s'il avait Donc, grandi au fur et à mesure. voilà, il avait repris une apparence. Lui, il va rester entre les deux incarnations. On va mettre une moyenne de 250 ans. Euh, on va pas rester à 5 ans, Bien sûr. sauf si on en a envie. Mais on prend l'apparence qui est la plus... Celle qu'on a envie. Il y en a qui préfèrent être vieux. Moi, j'aime bien les vieux. C'est pas un Mm. truc qui me gêne, mais voilà. D'accord. Oui, et puis c'est pour aider aussi à la personne qui arrive à se faire reconnaître quelque part quand on vient la chercher. Voilà, c'est important. Il me semble que les gens qui viennent nous chercher, de ceux que moi je vois à l'hôpital, ils ont l'apparence qu'ils avaient quand ils avaient connu la personne, sinon on ne les reconnaît pas. Mhm. Et ce qui est beau, c'est que j'ai jamais vu un être humain mourir seul. Ah oui? Ouais. Il y a toujours de l'autre côté Mm. ce qu'il faut. C'est ça. Ouais, de l'autre côté du voile, on est Alors, toujours à attendu. nous d'adoucir le plus possible de notre côté, ça c'est le travail du soin palliatif, de rendre calme, d'adoucir. Les infirmières sont extraordinaires, les médecins aussi. Et puis, de l'autre côté, ils sont attendus, il n'y a pas de souci. D'accord. C'est encore un très très beau message qui va rassurer tout le monde. Eric, je suis arrivé à la fin des questions. J'aimerais te laisser le temps de nous parler de ton actualité, si tu en as une. Alors, moi, mon actualité en ce moment, c'est continuer les cours, continuer. J'ai changé d'hôpital parce que le soin palliatif s'est séparé de l'oncologie médicale. D'accord. Et donc, je suis à l'hôpital universitaire de Sainte-Marguerite à Marseille toujours, D'accord, ok. mais en même temps qui me permet de ne plus prendre l'autoroute. C'est un plaisir. Et de prendre une petite route qui s'appelle la Ginesse, qui est d'une beauté incommensurable. Donc là, je me suis fait du bien. Donc là, je suis entre les deux hôpitaux jusqu'au mois de février, peut-être. Donc c'est D'accord. un peu fatigant, mais ça va. C'est tout frais le changement d'hôpital. Ah ben, c'est tout frais le changement. Le déménagement c'est terminé en août. D'accord, ok. Donc, euh, donc là, je vais avoir des personnes très certainement un petit peu plus âgées, mais je ne ferai que du soin palliatif. Je ne ferai plus d'oncologie médicale. Et puis, un futur livre chez Larousse sur... elle voudrait, elle étant la directrice, pardon, Elodie, bon, qui voudrait que ça soit quelque chose du côté des EMI. Moi, je lui dis, ça commence à me gonfler, les EMI, il y en a trop. Elle me dit, non, mais ton expérience. Je dis, ah ben ça me plaît. Donc, ça serait un livre un peu qui parlera des EMI, qui parlera des OBE, mais qui parlera aussi de choses très, très banales, mais dont on ne fait pas attention, mais qui sont extrêmement importantes. C'est-à-dire comment, dans un hôpital, créer un espace sacré, comme un sas, comment proposer à des gens par exemple, de confession musulman, de, d'éteindre la télé et d'écouter des sourates, comment parler, voilà, toutes de petites choses bébêtes, mais qui permettent à l'autre étant le voyageur, celui qui va rentrer dans sa demeure, de trouver de l'apaisement et de quitter les problèmes de ce monde qui sont des problèmes. Ben, moi, j'écoute ni la télé ni la radio, j'en peux plus. Hmm. Je- alors, c'est pas que je suis indifférent à mon monde, je l'aime mon monde, je vois bien qu'il souffre, mais je pense qu'à l'heure actuelle, il y a quelque chose qui fait qu'on nous bassine jusqu'à l'obsession avec ces choses-là.
Et donc, je reviens à des choses écrites via l'ordinateur, mais écrites, avec qui on a voilà, il y a du temps qui s'est passé. Je sais que les agriculteurs sont embêtés. Je sais que ça pose la question du règne animal, qui pour moi est très important. Je suis végétarien, je pense qu'une vache a une conscience. Je pense que toute chose qui vit sur cette terre a une conscience, même le chou-fleur que je mange. C'est pour ça que je ne dois pas le manger en disant oh, c'est un chou-fleur. Je dois le manger en disant merci. Et je pense qu'on a tout un monde à construire et qu'on va le faire. D'accord. Et ce livre, tu une date de sortie approximative? Oh, très certainement, fin de l'année, début de l'année prochaine. D'accord. Ok, oui. Donc c'est encore bien en construction et il faut prendre son temps pour le faire, quoi. Ouais, je prends toujours le temps. Je sais pas, d'abord parce que j'ai pas mal d'autres trucs à faire. Et puis, j'ai mis en place, parce qu'on me l'a demandé, une fois par mois, appelle stage, je ne sais pas comment je pourrais l'appeler, où un mois je fais plutôt psycho et un autre mois je fais plutôt histoire des religions et phénoménologie religieuse et où j'apporte et de l'expérience, je fais vivre aux gens quelque chose et le savoir que j'ai appris à l'université. Voilà. D'accord. Et ça se passe où ces stages-là? Alors généralement c'est pas trop loin parce qu'avec ma maladie j'ai du mal à me déplacer, Bien sûr. mais c'est à La Ciotat ou dans les environs de D'accord. Marseille. Ouais. J'ai une conférence à TEDx. D'accord. Ok. Et toutes ces informations-là, on peut les retrouver quelque part? Que je Sur puisse le mettre Internet, dans quoi. le... Ouais, ouais, je mettrai... tu pourras me donner les liens après, comme ça je le mettrai dans Ouais. la description de l'épisode. Donc j'ai mes deux petites questions rituelles. La première, c'est as-tu un message ou un conseil à communiquer? Don't worry. Ne vous inquiétez pas. Vraiment. Lâchez. Tout, tout ce qui nous rend malheureux, c'est l'insistance que l'on a à vouloir maîtriser que ce soit en ordre. La vie s'occupe de nous. La vie a une intention pour chacun d'entre nous. Aucune personne n'est supérieure à une autre personne, comme aucun humain est supérieur à un brin d'herbe. La vie se fout royalement de toutes nos conneries. Lâchez. Plus vous allez lâcher, ce qui ne veut pas dire faire n'importe quoi, mais plus à l'intérieur de vous, ça sera relâché, plus vous aurez d'énergie disponible pour créer votre nouveau monde qui vous, qui vous reconnaît plus, Hmm. vous. Très bien. Et la deuxième, c'est as-tu une recommandation culturelle, un livre, un film ou un documentaire ou même quelqu'un que tu aimerais faire une petite pub pour que tu aimerais aider, quoi, en glissant un petit mot ici. Alors, je pense qu'il n'a pas besoin d'aide, mais il m'a tellement aidé. Moi, quand j'étais petit, à 13 ans, je suis tombé sur un bouquin qui s'appelait De mémoire d'Essénien, de Daniel Meroy. Il Mhm. m'a bouleversé, c'est grâce ou à cause de lui que j'ai fait théologie. Il a continué à travailler et tous ses livres sont intéressants dans le sens d'une réflexion sur la vie. Une réflexion, je sais pas, ces deux tomes sur Yeshua m'ont bouleversé. Son épouse, pareil, qui s'appelle Marie-Joanne Croteau. Et je pense qu'il vaut le détour. Très Après, si bien. ça vous convient pas, parce qu'il n'est pas du tout scientifique, c'est pas un souci. Vous avez Stéphane Alix, il est très bien. Oui. Vous avez plein de gens, il y a tellement de gens qui sont beaux. Eric Euh, Emmanuel Smith, j'en ai tellement. Stéphane Alix, je lis beaucoup, j'aime beaucoup son côté journalistique avec la pointe de spiritualité. Là, j'ai lu dernièrement La Preuve, le dernier ouvrage qu'il a sorti. C'est une claque, hein. C'est une claque, ou même La mort n'existe pas, Le test, tout ça, ce sont pour moi des Moi, j'ai livres à aimé lire absolument, quoi. le courage qu'il a eu de dire, j'ai peut-être, c'est même sûr, été un Waffen-SS. Et ça, c'est un livre où je me dis, pour une fois qu'il n'y en a pas un qui nous dit j'étais pharaon,
Oui. et qui recherchent et qui travaillent. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Il y a plein de gens beaux sur cette planète. Ils sont pas que beaux avec des livres. Il y a des gens qui sont beaux avec leur musique, avec leur peinture, avec leur. Moi, vraiment, vraiment, le prêtre de demain, c'est un artiste. Mm. On a besoin du beau. De l'art, faites-nous rêver. Ouais, ouais. Super. Écoute, je te remercie beaucoup pour le C'est temps moi que qui tu te m'as remercie. accordé. Un vrai moment de qualité, ça fait plaisir d'entendre quelqu'un qui parle aussi simplement, calmement, puis avec des mots vrais. C'est un pur régal. C'est top. Eh ben, c'est parce que tu es un pur régal. C'est comme ça que ça marche. Bah, Je peux pas parler si tu es pas d'un pur régal. je le prends comme un super compliment et je te remercie du fond du cœur. Je te dis Merci, à très merci beaucoup. bientôt et À puis bah, très au vite. revoir à tout le monde et puis à bientôt. Au revoir tout le monde. À bientôt.